Bonsoir tout le monde. Cette année encore, nous allons participer au mois de l'histoire des Noirs organisé par la table de concertation et le COPAC. Derrière la caméra, pour que vous puissiez regarder ces différentes prestations, se trouve l'entreprise Le Nombre 9. Et je vous inviterai à écouter le discours ou le mot de bienvenue de l'organisateur de cette soirée de la nuit des contes africains et québécois, M. Jean-Yves Osoro. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean-Yves Osoro. Je suis coordonnateur du comité des jeunes du COPAC, du Conseil panafricain de Québec, et promoteur de la nuit des contes africains et québécois. Cette année encore, nous allons participer au mois de l'histoire des Noirs qui se déroule du 1er février au dernier jour de ce mois. Alors, grâce au COPAC et à toute son équipe et à sa tête le président Franck Ebois, nous avons pu réunir tous nos amis de conteurs afin de vous égayer en cette soirée-là. Cela dit, et comme vous le savez, nous vivons toujours la pandémie de la COVID-19 et cela fait plus de 2 ans que nous faisons des sacrifices et nous continuons d'en faire avec nos parents, nos aînés, nos enfants et nos ados. Alors, je sais que comme moi, vous aussi, vous êtes tannés. Mais en même temps, nous ne devons pas baisser la garde. Je prends aussi 1 minute pour vous parler de Jean-Yves Osoro. Alors, Jean-Yves Osoro a 2 passions dans la vie, le droit et la culture. Le droit d'abord, parce que je me dis que dans la vie de tous les jours, nous accomplissons des actes qui ont des effets juridiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas de société sans droit, sans le droit. Ma deuxième passion, c'est la culture. Parce que comme le disait le conteur et romancier Ben Younes Yamed, la culture est universelle et il appartient à chacun de nous de la partager. Et moi, j'ajouterais que les plus belles couleurs de ce monde se trouvent dans la culture. Aussi, je voudrais prendre 1 autre minute pour rendre hommage à mon père, M. Laurent Osoro, qui est décédé le 4 janvier 2022, c'est-à-dire en tout début d'année. Celui-là même qui m'a inculqué les valeurs de solidarité, d'intégrité, de loyauté et de persévérance. Ces valeurs ne m'ont jamais quitté quand j'ai pris l'avion pour le Québec. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, ces valeurs ne me quitteront jamais. Alors, j'aimerais finir mon propos sur une citation de l'ex-président français, Jacques Chirac, lui aussi décédé en 2019. Comme vous le savez, le président Chirac était un grand amateur des arts. Et il avait l'habitude de dire ceci, et je le cite. Il n'y a pas de hiérarchie entre les arts et la culture. De même, il n'y a pas de hiérarchie entre les peuples. Je vous remercie. Notre premier artiste pour cette année, le mois de l'histoire des Noirs de février 2022, c'est M. Hilaire Tam Tam. Hilaire vient de la Côte d'Ivoire. Hilaire va nous faire un poème, une déclamation que vous aurez à apprécier, vous aurez à savourer, vous aurez à admirer la personne dans son plein jeu, dans son jeu de rôle, dans son échange avec vous dans cette soirée. Alors, place à Hilaire Tam Tam.
Bonsoir tout le monde. C'est encore votre artiste Hilaire de Québec. Pour ceux qui me connaissent, je viens souvent animer pour l'événement du mois de l'histoire des Noirs. Je viens faire des contes ou raconter des petites histoires drôles. Bon, cette année, j'ai été invité et je remercie le mois de l'histoire des Noirs, Jean-Yves, de m'avoir invité. Et j'ai de belles histoires pour vous. Ma première histoire, elle est en lien avec le découragement. Parce que nous sommes nombreux à entreprendre, à avoir des projets, à développer des choses. Et puis, des fois, ça ne se déroule pas comme on le souhaite. Ça peut être long, ça peut être difficile. Et il peut nous arriver de nous décourager, de vouloir laisser tomber, de jeter l'éponge, de fermer les livres, comme on dit. Ouh! Ah là 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 là, les amis. J'ai quelque chose de très important et de très intéressant à vous dire. Ouh! Votre artiste, Hilaire, le tam-tameur, est allé visiter un asile de fous. Et il a vu quelque chose de très spécial. Ce qu'il a vu, ah là 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 là, c'est incroyable. Je vous le raconte. Je suis allé visiter un petit asile. Je me promenais. Il y a quelqu'un qui me guidait, qui me montrait les espaces, qui me montrait comment ça fonctionnait, qui me montrait le décor, qui me montrait, en tout cas, un peu de tout. À un moment donné, il y a un résident de cet asile-là qui vient proche de moi et il me dit, moi, je vais m'évader d'ici. Je le regarde, on le regarde tous. On dit, ah ouais, mais comment tu vas faire? Il dit, non, moi, je vais m'évader d'ici. Ah, t'évader? Il y a des grands murs et tout. On dit, ok, on va te croire sur parole. Il y avait dans cet asile 100 murs qui entouraient cet asile. Donc, nous, on ne pouvait jamais croire que ce résident-là pouvait s'évader. Et tout à coup, 1 heure ou 2 après, il décide de s'évader. Il saute les murs. Il compte les murs en sautant. Donc, 1, 2, 3, 10, 20, et il s'évade. Il court, il grimpe, il court, il saute, il court. Jusqu'à 80. Il dit, waouh, je suis proche du but, ça va bien. 90, je suis proche du but, ça va bien. 95, ouh, je suis proche du but, ça va bien. Arrivé 98, il dit, waouh, ah là 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 là, je vais me sentir bien tantôt quand je vais sortir de là. Il saute le 99e mur. Et il dit, oh, je suis vraiment fatigué. Ouf, je suis essoufflé. Oh, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vraiment là, j'abandonne le projet, je préfère faire demi-tour. Et au lieu de sauter le 100e mur pour s'évader, il a abandonné, il dit qu'il préfère faire le demi-tour. Mais en faisant demi-tour, il faut encore ressauter 99 murs. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand on fait un projet et qu'on avance dans le projet, qu'on arrive très loin, qu'on est proche du but, si nous abandonnons, on revient à la case départ et on aura à recommencer un autre projet encore. Ce qui fait que c'est encore beaucoup plus long. Donc là, la morale de l'histoire, c'est d'inviter tout le monde à persévérer, à garder le courage et à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout de vos projets. Voilà, merci. Et là, je vais passer à ma deuxième histoire qui est spéciale. En tant qu'Africain, comme vous, on suit l'actualité en Afrique.
Et puis, on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Et on constate que les peuples africains aujourd'hui veulent prendre leur destinée en main, veulent prendre leur destin en main. Donc, moi, je regardais ça et puis je me suis dit, je vais venir conter quelque chose, parler de quelque chose ici pour le mois de l'histoire des Noirs. Et il ne faut pas que j'omette, que je passe sur cet aspect-là, sur tout ce qui se déroule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'écrire un poème, un beau poème, selon moi. Je vais le réciter tantôt. J'espère que vous allez l'aimer. Moi, je le trouve quand même bien, pas mal. Et vraiment, mon poème va à l'Afrique, va aux Africains, c'est un message d'espoir, un message d'encouragement pour amener nous les Africains à garder la foi, à continuer à nous battre pour notre développement, pour notre liberté et pour l'émancipation, le progrès et la réussite de l'Afrique. Voilà. Donc, je vais maintenant vous conter mon poème. Mon poème a un titre qui est « Afrique, un jour tu brilleras ». Voilà. Afrique, un jour tu brilleras. Donc, on y va. Afrique, mon Afrique. Afrique des pères travaillants. Afrique des mères chaleureuses. Afrique des gens accueillants et courageux. Je serai toujours fier de toi. Même si tu n'es pas assez développé, tu le seras un jour. Lorsque tes filles et tes fils se mettront ensemble pour réussir, pour réunir leurs forces et travailler pour bien te construire. Oh Afrique, mon Afrique, terre de joie et de sagesse, terre d'amour et de partage, terre de bonheur et d'extase. Afrique, tu as fait naître de grands musiciens et musiciennes, de grands artisans et sculpteurs, et le monde entier le sait. La salsa et les autres danses inventées par tes enfants sont dansées partout à travers le monde. Le tam-tam et les rythmes sont joués dans tous les pays du monde entier. Tes sculptures et tes toiles sont sur les murs les plus importants. Afrique, mon Afrique, je suis fier de toi. La chaleur humaine de tes enfants fait l'envie de tous les peuples. Oui, mon Afrique, un jour tu brilleras quand tes enfants se mettront à travailler ensemble pour te construire. Je t'aime, Afrique. Voilà. Fait que je termine ma prestation par une petite chanson pour vous. Voilà, je vous aime. Je vous présente cette fois-ci Monsieur Rodrigue Barbé. Donc, Rodrigue Barbé va nous faire sortir de ses comptes. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Il a un doctorat en théâtre. Voilà quelqu'un qui non seulement sait jouer le rôle, mais sait l'analyser, sait le transmettre, sait le contrecarrer s'il le faut.
Prenez le soin de voyager jusqu'à Bangui, dans la capitale de la République centrafricaine, et appréciez les contes qui sortent de la bourse des pygmées. Mi fa susu mo fa koko I o yamale o yama o yam o yama o yama I o yama o yamale Mbaye! Quand je dis Mbaye, vous répondez Yé. Si vous ne me voyez pas, si vous ne m'entendez pas, si vous ne réagissez pas, ben ça va pas être chaud. Donc quand je dis Mbaye, en Centrafrique, quand on dit Mbaye, le public répond Yé. Et c'est un lien entre le conteur et son public. Alors c'est ça qui nous réchauffe, qui réchauffe nos liens. Alors si je dis Mbaye, vous répondez Yé, même si on n'est pas ensemble. Mbaye! Mbaye! Merci. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le mois de l'histoire des Noirs, mais saluer aussi les Québécois qui nous accueillent et tous les Canadiens qui partagent justement nos histoires, nos cultures et aussi nos valeurs. Je viens de la République centrafricaine. Je suis conteur centrafricain. Chez nous, les contes, c'est un outil de collaboration. C'est un outil d'éducation. C'est un outil justement de symbiose et de vivre ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous conter les petites histoires qui nous unissent en Centrafrique. Des petites histoires qui nous disent, attention, ne gardons pas à l'esprit des choses mauvaises, mais gardons des choses qui peuvent nous éveiller l'esprit. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter deux petites histoires en lien avec la forêt. Alors, je répète, Mbaye, vous répondez, Yé, Mbaye, Mbaye. Bon, on va jouer un peu d'instrument parce que moi, je n'ai pas appris cet instrument-là quand j'étais petit. Mais je vais quand même vous donner quelques rythmes avec ce que j'ai appris quand j'étais petit. Alors, quand j'étais petit, je jouais beaucoup ça. Ça, c'est pour chauffer le corps. Alors, maman nous disait, depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par le pouvoir de la parole. Elle disait, le sabre a un tranchant. Vous connaissez le sabre, c'est l'épée qu'on utilise. Quand nous, on était petits, on regardait les films des Japonais, là, ils avaient quelque chose pour faire les combats avec. Et donc, maman nous disait, le sabre a un tranchant, mais la parole en a 100. Maman disait aussi, la blessure faite par la parole ne se cicatrise jamais. Elle disait aussi, on attrape les mouches avec du miel. Quand tu poses le miel comme ça, là, les mouches viennent beaucoup dessus. Et les hommes, quand tu attrapes le miel, les mouches avec du miel, tu peux attraper les hommes avec de la belle parole. Mbaye! C'est pour ça que les politiciens, ils entraînent les gens chez nous avec les belles paroles et les gens les suivent. Mbaye! Mbaye! Alors, maman disait, il était une fois un homme laissé pour mort dans la forêt. Serait-il mort de soif? Serait-il mort de faim? Personne ne pouvait le savoir. Si le lion, le roi des animaux, ne l'avait retrouvé. Ce jour-là, le cœur du lion s'est mis à battre à l'intérieur. Le lion a dit, il faut que je sauve l'homme. Je vais d'abord sauver l'homme. Et vous savez, le lion, en général, quand il arrive
quelque part et qu'il a faim, quand il voit l'homme, la moindre des choses, bon, on sait, il attaque pour manger. Mais ce jour-là, le lion dit, je vais sauver l'homme. Il a pris l'homme, il l'a traîné dans sa tanière. Hein? La tanière du lion, c'est sa maison. Hein? Donc, il l'a traîné dans sa tanière. Là-bas, il s'est occupé de l'homme. Avec sa gueule, il lui a donné à boire. Avec sa gueule, il lui a donné à manger. Avec sa langue, le lion a soigné les blessures de l'homme. Hein, donc sa langue là, il pense les blessures pour enlever les microbes et il traite les blessures. L'homme revit. Quand il a traité ses blessures, l'homme reprend la force. La vie et l'esprit de l'homme revient. Parce qu'il était carrément dans le coma. Et l'homme s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il commence à marcher. Kangang, 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 kangang. Il était en forme. Donc il était content, il marchait, il était content. Et comme le lion a vu que l'homme va bien, il dit, maintenant je vais te conduire à ton village. Je vais te ramener chez toi. Et ils prirent le chemin du retour. Arrivé à destination, l'homme remercie chaleureusement le lion. Merci beaucoup de tout ce que tu m'as fait. Je ne l'oublierai jamais. Et ils se sont séparés. L'homme est rentré dans sa case. Mais le lion, lui, n'est pas rentré dans la forêt. Hein. Il est venu rester derrière la case de l'homme pour écouter. Vous savez, les cages chez nous, c'est des petites maisons en forme de champignons, là. Et donc, quand le lion rentre dans la forêt, quand l'homme rentre dans sa maison, le lion ne rentre pas dans la forêt. Hein. Il est retourné, il a fait un petit tour. Il est resté à côté de la maison, vers la fenêtre, pour écouter le témoignage de l'homme. Et alors, quand l'homme est rentré dans sa case, toute la famille était étonnée. On disait qu'il était déjà mort et tout le monde était content. Les gens s'intéressaient à son histoire. Mais comment tu as fait et tout? Et donc, l'homme racontait à ses amis, à sa famille, ses amis et ses enfants, comment le lion avec sa gueule lui a donné à boire. Comment le lion avec sa gueule lui a donné à manger. Comment le lion avec sa langue a pansé ses blessures. Et là, quelqu'un lui pose la question. Est-ce que c'est facile de vivre à côté d'une bête sauvage comme le lion, là? Le lion est bon, leur dit-il. Il est très très bon. Mais seulement il a un tout petit défaut. Hey, c'est quoi ce défaut-là? C'est que le lion sent très mauvais. Tout le monde fait ça. Il a une mauvaise haleine. Ceci déclencha un rire général. Et le lion était derrière la maison, comme je vous le disais, pour écouter. Il a tout entendu. Très déçu. Le lion marche, yogbo, yogbo, yogbo. Il retourne dans la forêt. Mbaye! Mbaye! Alors, le lendemain matin, quand l'homme va à la rivière pour puiser de l'eau, le lion était là qui l'attendait. Homme, prends ton couteau et entaille-moi le front. Parce que là-bas, à cette époque-là, les gens, quand ils vont dans la forêt, quand même, ils prévoient quelque chose, un couteau pour couper quelque chose, un peu de patate, un peu de fruits. Et donc, il va avec son couteau. Et là, le lion lui dit, prends ce couteau-là et entaille-moi le front. L'homme étonné, il dit, comment je peux te faire ça? Non, je ne peux pas te faire ça. Tu m'as sauvé la vie. Le lion se fâche, il dit, fais-le, sinon je vais te manger, je vais te dévorer. L'homme a eu peur. Ah, quand le lion te dit qu'il va te manger là, il fait quoi? Il a eu peur. Il exécute, il saisit son couteau et il a frappé la tête du lion avec le couteau. Tchac! Le sang a giclé. Le lion a rugi. Ah! Et s'est enfoncé dans la forêt. Voyez! Le lendemain matin, en tout cas quelques jours passèrent.
Quand l'homme revint à la rivière pour puiser de l'eau, le lion était encore là, qui l'attendait. Oh, comment va la blessure que tu m'as faite? Très bien, la plaie cicatrise et le sang ne coule plus. Le lion s'est enfoncé dans la forêt. Quelques semaines passèrent. Quand l'homme va à la rivière pour puiser de l'eau, le lion était toujours là, qui l'attendait. Homme, comment va cette fois-ci la blessure que tu m'as faite? Très bien, la plaie se cicatrise, tes poils ont poussé et on ne voit plus rien. Très bien. Mais apprends que la blessure du corps se cicatrise. Mais la blessure du cœur ne se cicatrise jamais. Et le lion bondit sur l'homme. Et le dévora. C'est triste, hein? Et c'est depuis ce jour-là qu'en Centrafrique, le lion est devenu un animal sauvage et qu'il ne rend plus service aux hommes. Mbaye! Mbaye! Yego yamae, yego yamae, yego yamae, yego yamae. Mbaye! Mbaye! Alors, maman nous disait, dans ce monde, il faut bien s'entraider. Cependant, gardons-nous d'apporter une aide susceptible de causer notre mort ou notre ruine. Elle disait qu'il était une fois un jeune lion, plus sot que méchant, tomba dans un fossé, dans un grand trou. Il lui était impossible d'en sortir. Et il gisait dans ce trou-là pendant 3 jours, depuis 3 jours, attendait du hasard sa délivrance. Je vais mourir, se disait-il. Je vais mourir de faim. Et il se lamentait. Mais tout à coup, il vit sur la branche d'un arbre au bord du fossé un gros singe qui se dandinait. « Singe, singe !» cria-t-il. « Je t'ai pris, sauve-moi !» Notre singe innocent se retourna et observa le lion au fond du trou, au fond de l'abîme. « Bien sûr qu'il faut te sauver, mais que puis-je faire moi ? Oh, envoie ta queue vers moi. Je vais y grimper pour sortir d'ici. Par pitié, sauve-moi !» Alors, le singe a suivi ses indications. Mais à peine le lion fut-il arrivé au bord du fossé qu'il se jeta sur le singe. Et il voulait le tuer parce qu'il a faim. « Maintenant, je vais te manger, » dit le lion. Le singe dit, mais non, mais pourquoi veux-tu me manger? C'est parce que ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. Ah ben ça c'est pas possible, tu ne peux pas me manger, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Oui, c'est vrai, mais si je ne te mange pas, je mourrai. Alors, la dispute s'aggravait. Quand le lion ouvra ses dents pour croquer le singe, alors en ce moment, il y a un oiseau qui apparaît et qui se dit « Hey, mais qui est-il » demanda le roi Telé. Lorsque le singe entre les griffes du lion, lui narra l'histoire et il fut ému et dit « Seigneur lion, je vais vous poser 3 questions et je vous prierai d'y répondre avant de manger le singe. Est-il vrai qu'il vous a sauvé la vie ?»« Oui, répondit le lion. » Est-il vrai que vous n'avez rien mangé depuis 3 jours? Oui, répondit-il encore. Avez-vous remercié quand même le singe pour vous avoir sauvé la vie, hein? Non. Ah, mais tu vois, ça c'est ingrat de ne pas le remercier. Alors le lion a eu honte. Il dit, bon d'accord, comment dois-je le remercier? C'est très simple, hein? Il faut vous tenir la tête et faire une révérence au singe. Alors, lorsque le lion ôta ses griffes pour tenir sa tête, l'oiseau cria et s'envola. « Singe! Oh, fouille! C'est le moment de fouiller! Tu es sauvé! Tu es sauvé !» Et là, le singe sauta et gagna les branches de l'arbre et cria « Adieu, lion! Je ne vous aiderai plus jamais! » Mbaye! Mbaye! Yego yamae, yego yamae, yego yamae. Mbaye! Je vous souhaite
bonne fête du mois de l'histoire des Noirs. Yego, yego, go, yego, yamae. Yego, yego, yamae. Ben, après les pays chauds, on sera au Québec. On va rencontrer Monsieur Bernard Crustin. Bernard Crustin est reconnu comme un conteur humaniste. Il est membre de l'Union des artistes. Il est président du Cercle de contes de Québec. Il est vice-président d'Estrade. Et il a évolué sur scène, sur les traversiers, dans les festivals, à la radio. Cet anthropologue, comédien, guide touristique aime raconter des histoires pleines d'émotions. Prenez votre manteau et attachez votre tuque. Alors, bonjour, bonsoir, c'est selon. Alors, on m'a invité à venir participer aux Nuits d'Afrique dans la soirée de contes africains et contes québécois. Moi, je m'appelle Bernard Crustin, je suis membre du Cercle du conte de Québec. Alors, je suis bien content d'être ici. L'histoire que je vais vous raconter, on ne la raconte pas souvent. C'est une histoire à propos d'un pêcheur de lac. Précisons, là, il ne pêche pas des lacs. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il a un lac sur sa terre, puis il pêche. Avec ça, ça lui permet de subsister, mais aussi de faire du troc au marché pour acheter d'autres choses, comme du lait, des poules, des semences pour son jardin. Pour les besoins de la cause, puisqu'on est au Québec, on va l'appeler Joseph, parce que plein de monde s'appelait Joseph avant. Et notre ami Joseph, il fait sa petite vie comme ça, il pêche, bon an, mal an. Quand il va au marché, il parle avec les gens, puis un jour, il a rencontré Marie. Hey, ça, c'est un beau brin de femme, là. Les épaules carrées, les hanches larges. Tu sais, des hanches que tu sais qu'elle va pouvoir enfanter des millions d'enfants si nécessaire. Fait que là, de fil en aiguille, ils se sont fréquentés, ils se sont fiancés, ils se sont mariés, et ils s'aiment beaucoup. Puis vous savez aussi bien que moi qu'un couple qui s'aime beaucoup, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, c'est ça. Ils ont eu leur première petite fille. Ils l'ont appelée Marguerite. Ah, Marguerite, là, c'est... comment je vous dirais bien ça? C'est une belle petite fille, avec des cheveux blonds comme les blés, avec des yeux bleus comme la mer. Puis Marguerite, là, elle n'est pas trouble, pas en tout. Mais non, je vous dis, elle a fait ses nuits à partir de 6 mois. En connaissez-vous beaucoup, vous, des enfants qui font leur nuit à partir de 6 mois? Fait que Marguerite grandit comme ça, tranquillement, pas vite. Un jour, son père lui donne un chien qu'ils vont appeler Prince. Parce que le chien, c'est comme le gardien. Tu sais, le père, il veut que sa petite fille soit bien protégée. Et les deux sont devenus inséparables. Hey, c'était beau de les voir courir ensemble, les voir se taquiner, les voir se chamailler. Il est arrivé une année où l'hiver a été dur. Ah, très, 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 très dur, là. Tellement dur qu'il est arrivé de bonne heure, que la glace a pris rapidement, puis que la glace était très épaisse. Ah, tu peux encore pêcher, tu peux faire de la pêche blanche, comme on dit, là. C'est-à-dire que tu te fais un trou dans la glace, puis tu pêches à la ligne au lieu de pêcher au filet. C'était correct, mais c'était pas la meilleure année. Puis on aurait dit que cette année-là, l'hiver, il a décidé de rester longtemps, longtemps, longtemps. Le printemps, quand il est arrivé, il était froid au début, puis il a été super court. Bang, l'été est arrivé sans crier gare. Puis ça a été un été chaud. Un été très chaud. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous, mais quand la surface de l'eau est chaude, les poissons ils vont le plus profond possible pour avoir plus d'oxygène, pour se sentir mieux. Ouais, mais dans ce temps-là, ça veut dire que la pêche est moins bonne. Fait que cette année-là, ça a été une année assez difficile, mais c'est correct, tu sais, Marie, avec le jardin, avec les quelques poules, ils réussissaient à s'en sortir, mais c'est ça. Là, un beau jour, Joseph revient de la pêche. Marie, elle voit bien que son homme, il n'est pas trop content. Mais tu sais, comme bien des hommes de ce temps-là, il n'est pas trop jaseux. Fait qu'elle se dit, je vais attendre après le souper, quand Marguerite va être couchée. Une fois que la petite est couchée, elle lui demande, mon Joseph, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien pris aujourd'hui. J'ai rien pris. C'est la première fois de toute ma vie qu'il n'y a même pas un petit poisson gros de même. Ah, fais-toi-en pas, dit Marie. Demain est un autre jour. Le lendemain, même affaire. Après 3 jours, 4 jours, 5 jours, même affaire. Au 7e jour,
Joseph, il se peut plus, là. Il est en maudit. Il lève le poing vers le ciel, au milieu du lac, puis il dit, « Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça à moi et ma famille? Dieu, je te maudis! » Puis là, il repart avec sa barque. En s'approchant du quai, là où il amarre sa barque, il y a un homme. Un homme grand, mince, tout de noir vêtu, comme s'il s'en allait à une soirée. Chapeau haut de forme, petite moustache, petite barbe, qui se tient comme ça, les gants blancs par-dessus les mains. Un gars de la ville? Je sais pas trop. Mais à mesure qu'il rame, Joseph se sent méfiant. Il arrive à côté de l'homme, et l'homme lui dit, « Alors, mon Joseph, la pêche a été bonne. » Ah, là, Joseph, il vient de le reconnaître. Il lui dit, « Monsieur Lucifer, passez votre chemin. J'ai rien à vous dire. » Voyons, Joseph, on ne s'est même pas parlé. Je vois bien que tu es en peine. Écoute, j'ai un contrat à te proposer. Si demain, tu me donnes l'âme de la première créature qui vient à ta rencontre, eh bien, tu n'auras plus jamais de soucis. Joseph réfléchit. Pardon. Ouais, l'âme de la première créature qui s'en vient. Ben, quand il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre, en général, c'est le chien, c'est Prince. Quand vous et moi donner l'âme d'un chien pour ne plus être jamais plus dans le besoin, c'est un bon contrat, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, il se crache dans les mains, le diable enlève un gant, se crache dans les mains, et voilà, le contrat est signé. Là, Joseph retourne chez lui. Il a l'âme un peu plus légère. Pardon, même si en même temps, tu sais, il a quand même fait un pacte avec le diable. Tu ne fais pas ça tous les jours. Mais il dit rien. Le lendemain, quand il va sur le lac, là, c'est pas mêlant, c'est presque comme si les poissons voulaient sauter dans sa barque. La pêche est extraordinaire. Fait qu'à la fin de la journée, sa barque est pleine de poissons. Fait que, il revient en chantant. Il s'en va sur le quai, puis là, au loin, il voit Prince qui arrive. Puis derrière Prince, ben, il y a Marguerite qui suit aussi. OK, là, Joseph, il stresse un peu, là, mais le chien est toujours plus rapide que l'enfant. Sauf que soudain, le chien s'arrête et il se met à se gratter furieusement. Marguerite dépasse le chien, puis arrive, puis enlace son père en disant « Papa ». Là, Joseph, il rit plus, là. Il vient de s'apercevoir qu'il vient de se faire jouer par le diable. Il laisse les poissons là, il prend sa petite fille par la main, puis il s'en va à la maison. Encore une fois, Marie voit bien que quelque chose chicote son Joseph. Fait qu'après le souper, une fois que Marguerite est couchée, elle s'installe dans sa berceuse, elle commence à tricoter, puis elle dit « Mon Joseph, parle-moi. » Fait que là, Joseph, il est plus capable de garder ça en dedans, fait que il dit, ben, il explique qu'est-ce qu'il a fait, le pacte qu'il a fait avec le diable et tout ça. Écoute, mon Joseph, laisse-moi faire, OK? T'en mêle pas. Dis même pas un mot. Je vais m'organiser, avec Lucifer quand il va venir. Fait que là, un peu avant minuit, on entend cogner à la porte. Marie va ouvrir la porte et dit, bonjour, monsieur Lucifer. Bonjour, Marie. Je viens chercher mon dû. Écoutez, Lucifer, je comprends que vous avez fait un contrat avec mon mari, mais je suis aussi la mère de l'enfant. J'ai quand même un peu mon mot à dire. Alors, voici ce que je vous propose. Elle sort une chandelle, elle allume la chandelle et dit au diable, quand la chandelle s'éteindra, vous pourrez partir avec ma fille. Ah, j'ai toute l'éternité à attendre. Eh bien, j'accepte. Et dès que le diable a dit ça, Marie se mouille les doigts et éteint la chandelle. Marie, qu'est-ce que t'as fait là? Joseph, je t'ai dit de ne pas intervenir. Et le diable qui dit, ah, ben, ça a été rapide, je vais chercher Marie. Ah, attends. Notre contrat, c'est quand la chandelle s'éteindra. Elle ne s'est pas éteinte, c'est moi qui l'ai éteinte. Lucifer, tu as perdu, va-t'en. Dans un grand nuage de boucan et d'odeur de soufre, avec un grand cri, Lucifer a disparu.
Et voilà comment Marie a sauvé, a sauvé l'âme de sa fille Marguerite. Et voilà, excusez-la. Eh bien, cette année encore, nous rencontrons Tonton Idriss. Tonton Idriss, l'année dernière, j'ai créé un feu sur le réseau, mais cette année, je me rattrape. Idriss est un Malien. Il est né et a grandi en Côte d'Ivoire. Alors, chers Maliens, je m'excuse cette année auprès de vous. Qui est Idriss? À l'état civil, il est connu sous le sobriquet de Tonton Idriss ou Idriss le Viking noir. Pour d'autres encore, Vassolo Drini. Quelques années après avoir vécu au Mali, il se retrouve ici et il aime animer les soirées. Il aime partager sa joie de vivre. Il aime aussi faire quelques pas de danse. Alors, voici Idriss Tonton, le Viking noir, pour votre plaisir. Tikarama joni nangama soso. Oh nikara. Tiko. Aute bosira la akoduma chemba liyo. Nangama de ubina ute sera konye tiens. Ay bosira la wala chike balumena. Na folotike lubena olute sira konye wari mana ki bolo chogo imana kafa kanyana ikana nyina kafa ko adamadenya ni dian diabora adamadenya kadini wari tiya eda. Il était une fois dans un village appelé Zikoutimi Pampan. À Zikoutimi Pampan régnait bien sûr l'entente, la solidarité, la convivialité, l'union, la sympathie entre les habitants des Zikoutimi Pampan qui étaient appelés les Zikoutimi Pampanais. Et à Zikoutimi Pampan, il y avait un monsieur très très riche qui s'appelait Gourouzougouin. Gourouzougouin était puissant. Il était très riche. Il avait de l'argent. Il avait du bétail. Homme riche, mais homme très très compliqué. Compliqué dans le sens que à Gourouzougouin, dans le village Zikoutimi Pampan, quand il y avait des événements heureux comme le mariage, le baptême, anniversaire et autres choses, il n'était jamais présent lui-même physiquement. Il envoyait juste sa contribution. Et sa contribution, c'était quoi? Une enveloppe d'argent. Quand il y avait aussi des événements malheureux, comme décès, famine et autres événements malheureux, Gourouzougouin faisait la même chose. Il n'était jamais présent physiquement. Il envoyait toujours une enveloppe bien garnie d'argent. Quand on annonçait des événements dans le village, les villageois, sachant la puissance et la richesse du moins de Gourouzougouin, ils aimeraient voir Gourouzougouin, mais ils ne voyaient pas lui-même. Il se faisait toujours représenter par une enveloppe. La remarque fut faite. Et la remarque fut remontée jusqu'au chef du village, Gandouga. Gandouga était un chef du village très très sage. Gandouga va rassembler
ses notables et il va discuter avec ses notables du comportement des Grisougoins. Et parmi les notables, on va charger le griot Tchentiliba. Dafaramansa Tchentiliye, Kumake Masaye, Tchentili Kumafilaniza, Dafaramansa Tchentili Manaseife, Kumanina, Tchentili Kumanya l'info ino Kumalame. Tchentili va aller voir Grisougoin et lui dit ce que pensent les gens du village de lui. Et tu sais ce qu'il va répondre à Tchentili? Il va dire, ben moi je suis riche, j'ai l'argent, je n'ai jamais le temps, j'ai pas le temps. Alors Tchentili va répéter cette phrase à Grisougoin. Grisougoin, même le temps a le temps pour le temps. Trouve du temps pour être dans le temps et dans le temps des autres, trouve toi-même ton temps pour pouvoir asseoir ton temps. Ça veut dire beaucoup de choses, hein? L'argent est bon, mais la chaleur humaine, elle est importante. L'argent est bon, mais trouver du temps pour la chaleur humaine avec les autres, c'est très important. Alors Grisougoin fera qu'à sa tête. Des temps passés, c'était la même chose. C'était toujours la même chose, la routine. Quand il y avait un événement heureux, il envoyait l'enveloppe. Événement malheureux, il envoyait l'enveloppe, mais lui-même, il n'était jamais présent. Un événement malheureux va frapper Grisougoin. Un événement très très malheureux. Un événement très très malheureux. Grisougoin va perdre son seul fils unique. Oh. La nouvelle fut envoyée chez le chef du village. Le chef du village rassemble ses notables et chargea encore Tchentiliba à véhiculer le message dans tous les villages des Zougoutimi Pampan. Alors, Tchentiliba va sortir le matin très tôt. Hey! Villageois des Zougoutimi Pampan! Un malin vient de frapper le village. Notre voisin, Grisougoin, vient de perdre son seul fils. L'enterrement, c'est très tôt demain matin. Alors tous les villageois, vous êtes invités à venir assister, à lui donner main forte. Oh, le message y passait. Les villageois, ils écoutaient le message. Ils écoutaient le message. Le lendemain, jour de l'enterrement du fils de Grisougoin. Imagine, Grisougoin est riche. La salle, elle était bien garnie. Il y avait du repas, il y avait à manger partout. Au dehors, dans la grande cour, il y avait des bâches partout, des chaises partout. C'est quand même le fils d'un puissant et riche homme qui est décédé. Alors Grisougoin s'attendait à du monde. Imaginez. Le matin, à part Tchentiliba, le griot, il n'y avait personne. 1 heure du temps, en attendant les villageois, il n'y avait personne. 2 heures du temps, en attendant les villageois, il n'y avait personne. 3 heures du temps après, un petit venait avec la main remplie d'argent. Et ce petit-là se dirigeait vers Tchentiliba. On était tous là, étonnés. Tchentiliba. Alors petit, que fais-tu là? Oui, je suis envoyé par les villageois. Qui? Oui, par les villageois. Et Madou? Ah, Madou m'a dit qu'il ne viendra pas à l'enterrement. Il m'a donné une enveloppe que de remettre à Zurgoupembe. Zurgouin. Quand on était content, on l'appelait aussi Zurgoupembe parce qu'il était trop puissant. Et Ousmane? Ousmane ne viendra pas. Il m'a donné une enveloppe d'argent que de remettre à Zurgouin. Brahma ne viendra pas. Il m'a donné une enveloppe d'argent que de remettre à Zurgouin. Il commençait à citer les noms. Et Nafissa, et Batrouma, et Fanta, et Oumar, et Jean-Paul, et Jean-Pierre, et Luc. Tous ces derniers, les petits répondait, ne viendront pas. Ils m'ont juste remis une enveloppe que de remettre à Zurgouin. Ah. Tchentiliba se dirigeait vers Zurgouin. Il lui répéta encore, Zurgouin, je t'avais dit, l'argent, oui, c'est la puissance, mais la chaleur humaine est très importante.
Aujourd'hui, regarde, tu n'étais jamais présent physiquement quand il y avait les événements chez les autres. Et aujourd'hui, le geste que tu faisais, les autres te répondent par ton geste. Zulkouin avait la tête baissée et soudain, tout à coup, quand il relevait la tête, une foule venait avec le chef du village. Ils s'en venaient. Zulkouin et Tchétigiba, ils étaient là. Ils étaient tous étonnés. Ils ne comprenaient pas. Arriva la foule, les villageois, tout le monde s'asseyait. Ils commençaient à s'occuper des tâches. Ils commençaient, ceux qui devaient se charger pour aller laver le corps de l'enfant de Zirgouin, iront directement dans la chambre où il y avait le corps de l'enfant de Zirgouin. Ceux qui devaient aussitôt rapidement aller au cimetière, creuser la tombe, iront rapidement au cimetière. Les femmes commençaient à préparer, à faire la cuisine. Et comme ça, il a pris de l'engouement à l'enterrement. Mais Zirgouin restait toujours la tête abaissée. C'est là, le chef du village va dire à Zirgouin, quand les villageois ont appris le décès de ton fils, et tous se sont rendus chez moi, et ils ont répété en disant, on va lui rendre le geste qu'il nous faisait quand on avait aussi nos événements. Il comprendra que l'argent est bon, l'argent est très très bon, mais la chaleur humaine est très très importante. Zirgouin, est-ce que as-tu bien compris la leçon? Zirgouin répondait au chef du village, oui. J'ai bien compris la leçon. Et prochainement, je serai plus que présent que mon argent. Et le chef du village dit à Zirgouin, c'est la leçon qu'on voulait t'apprendre. Depuis ce jour, mariage, qui va venir le premier? Zirgouin. Baptême, qui sera le premier? Zirgouin. Anniversaire, qui sera le premier? Zirgouin. Décès, qui sera le premier? Zirgouin. On dit réunion, on n'a pas besoin de tout le monde, hein? Mais qui est là le premier? Zirgouin. C'est là, on a compris. Et on s'est dit, la vie, elle est belle avec l'argent. La puissance, c'est l'argent. Mais l'argent ne fait pas forcément le bonheur partout. La chaleur humaine aussi, elle est importante dans l'accomplissement de l'argent. Johnny Kunani, Ibi Ami Munako, Alaye Dani Kemasatala Makanike, Nanga Made Tayada Dokane, Nanga Made Malomani Alaye, Jidu Masa, Kobake Masa, Jidu Masa, Lanaya, Nalaike Togo Tiri. Alatano, alaye masami, waidu masado. Furoba alate desekola, imanake wariti chugu chugu tiyakono. Ijije ika adamadeya ke, adamadeya folola adamadeya labana. Warite na nisondi yake wachibe, eizru kumebe, jigidu masa, kubake masa, jigidu masa. Baptême, qui est le premier? Zirgouin. Quand un mariage, qui est le premier? Zirgouin. Quand il y a décès, qui est le premier? Zirgouin. Tous les événements, qui est le premier à venir? Zirgouin. Bien, encore une fois, on quitte le froid. On voit là où il fait un peu chaud, mais quelquefois il fait aussi très frais. Nous allons chez les Kabyles, en Algérie, rencontrer celui que vous avez toujours connu, celui qui a participé pour la 3e fois à la soirée des contes africains et québécois, Ben Younes Ouamé. Ben Younes est Kabyle. Et comme toujours, je lui répète toujours, j'attends toujours celui qui a pris le morceau de gâteau. Alors, il a toujours des histoires qui vous tiennent en haleine, qui vous tiennent sur vous, chez vous, prêts à éclater de rire à la fin. Ben Younes! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en ce mois de janvier, je vais vous conter une histoire, bien sûr par
vidéo, donc vous allez la voir d'une façon virtuelle. Donc je vous la compte devant ce fort que mes enfants ont construit. J'espère qu'ils vont pas venir déranger, mais bon, ils sont à l'école. Alors je profite qu'ils soient pas là pour prendre leur château en décoration. Donc pour ce mois des Noirs, je vous conte l'histoire. Vous savez, l'histoire, je me suis baigné dedans étant petit. Ma grand-mère, dans sa maison, dans sa vieille maison, la vieille maison, elle est faite d'une drôle de façon. Il y a une étable où les animaux se reposent, mangent. Au-dessus, il y a une mezzanine où on couche. Et le reste, c'est comme un grand salon. C'est pour faire la cuisine. Et au milieu, on a un grand brasier qu'on appelle le canul. Et c'est là qu'on se rassemble une fois qu'on a fini de manger, que ma grand-mère nous contait des histoires. Ma grand-mère, elle nous contait beaucoup d'histoires. En Afrique, on a le temps. Le temps, c'est notre ami. Donc, on finit jamais de raconter. On raconte, et on se les passe de génération en génération. Ce qui nous distingue un peu, nous les Africains, c'est le temps qu'on a. Le temps qu'on a, il est précieux. Il est tellement ensoleillé qu'il est plein de diamants, de l'or et du pétrole. C'est pour ça que les Occidentaux viennent nous voir pour prendre notre temps. Mais ce temps-là, il nous appartient. Il faudrait qu'on le protège. On arrive à le reconquérir. Pour le reconquérir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on immigre. Est-ce une solution? Je le sais pas. En tout cas, moi, pour immigrer, ça a été toute une histoire. Ma grand-mère me contait que au temps de mon grand-père, au temps de son vivant, à chaque automne, il allait ramasser ses figues. Il y a des grands vergers de figues. Il les ramasse, il les fait sécher au soleil. Quand elles sont sèches, il les met dans des grandes jarres en terre sur la mezzanine. Et là, les figues se macèrent et sortent leur sucre. Et au printemps de l'année d'après, il charge ses ânes et s'en va vers le sud pour les échanger, soit avec des dattes ou d'autres denrées, du sel, du sucre, du café. Et il fait ses échanges avec les Touaregs. Elle me contait qu'un jour, un Touareg n'avait rien à lui donner. Et mais mon grand-père lui dit, mais t'as pris mes figues, il faudrait bien que je retourne avec quelque chose. Il lui dit, mais j'ai rien, j'ai eu juste une seule chose. Il lui dit, quoi? Il lui dit, viens, faudrait pas que les autres me voient. Ils s'en vont un peu plus loin. Et là, il lui montre un chameau. Il lui dit, je te donne ce chameau. Il lui donne, moi je te donne de la nourriture, toi tu me donnes un chameau. Mais comment veux-tu que je dise aux villageois que j'ai fait un troc avec un chameau? Mais ils vont rire de moi, ils ont jamais vu de chameau. Il dit, écoute, ils vont pas rire de toi, parce que c'est un chameau magique. Prends-le. Et puis l'année d'après, quand tu vas revenir, ramène-le-moi. Et puis à ce moment-là, je te donnerai d'autres choses. C'est juste que là, je ne peux pas te donner quelque chose. Je ne peux te donner que ce chameau. Et toi, tu peux pas retourner non plus les mains bredouilles. Il faut que tu amènes quelque chose. Il faut que tu dises à ta famille que j'ai quelque chose. Grand-père réfléchissait, puis s'il dit, écoute, je vais pas repartir avec mes figues, alors j'accepte ton chameau. Il prend le chameau. Il revient au village. Il a attendu que tout le monde dorme pour qu'il rentre au village. Il réveille grand-mère et lui dit, vite, vite, vite. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, il dit, oh, je sais pas si j'ai fait quelque chose de bien. Elle lui dit, mais c'est quoi, raconte. Il lui dit, ben, au lieu de revenir avec de la marchandise, ben là, il m'a payé avec un chameau. Un chameau? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un chameau? Mais voyons. Mais où t'avais la tête? Ben, écoute, c'était le chameau au rien. Il dit, mais le chameau, on peut pas le garder. Les gens vont rire de nous. Il dit, mais il m'avait dit que c'était un chameau magique. Mais un chameau magique, on peut pas le manger non plus. Allez vite, on va le cacher dans la forêt. Ils ont mis les ânes dans l'étable. Et avant que tous les villageois et villageoises se réveillent, ils sont allés dans les champs où ils avaient une cabane en bois. Et là, ils l'ont enfermé dedans pour que personne ne sache et ne parle de cette histoire, afin que grand-père n'ait plus la honte. Et il le cache là-dedans et on n'en parle plus. Ma grand-père, lui, il espère que au printemps prochain, il retournerait et puis il le ramènerait et puis il ramènerait d'autres choses. Un double de marchandises peut-être, comme ça grand-mère sera satisfaite. Mais avant que le printemps arrive, grand-père est mort. Et voilà que son secret n'est gardé que par la grand-mère. Et la grand-mère, elle va pas dans le sud pour aller faire du troc avec la marchandise. Donc, elle a gardé le chameau. Et personne n'a su toute cette histoire du chameau. Mais moi, grand-mère ne m'a rien dit non plus. Je l'ai jamais vu, ce chameau-là, en dehors de cette histoire. Je me suis dit, est-ce que je peux la croire? Est-ce que je peux pas la croire? Elle me dit que c'était vrai, mais moi, je l'ai pas vu, le chameau. Alors, comment je peux savoir? Mais un jour, que je me trouvais sur la place du village, j'étais en train, comme de chanter une poésie. Et tous les villageois se mettent à rire, à se moquer de moi. Je rentre et je raconte à grand-mère. Puis grand-mère me dit, mais c'est normal, au village, mais tout le monde est poète, tout le monde est artiste. Mais je dis, comment ça, grand-mère, que tout le monde est poète, tout le monde est artiste? Elle m'a dit, ben regarde ces assiettes en argile, ces cuillères en bois, ces jarres, ces grandes jarres en terre. Mais c'est toutes nous qui les avons faites. On est des artistes, tout le monde est artiste. C'est pour ça qu'il rit de toi. Mais le rire, ce n'est pas une moquerie. C'est parce que tu leur as donné une joie. Alors tu peux continuer. Mais par contre, si tu veux être reconnu comme artiste, comme poète, ah là, il faut que tu partes. Mais partir où, grand-mère? Ben, partir dans ces pays riches, en Occident. Mais, grand-mère, mais tu te fous de moi. Comment je vais partir en Occident? J'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais je peux pas partir. Mais si tu veux partir, j'ai un secret à te confier. Elle dit, grand-mère, t'as un secret? Ben, j'aimerais bien le partager avec toi. Ça fait longtemps que j'ai jamais partagé de secret. Même avec mes amis, on partage pas de secrets parce que, ils les disent tout le temps, donc c'est jamais des secrets. Tu te souviens de l'histoire de grand-père que je te racontais avec son chameau magique? Je me souviens, grand-mère, mais je ne te croyais pas, grand-mère, un chameau magique, ça n'existe pas. Elle m'a dit, écoute, j'ai gardé le secret de ton grand-père. Maintenant, c'est à toi de le garder. Si tu as envie d'aller vers ces pays aussi. Il dit, mais grand-mère, comment? Il dit, demain matin, est-ce que tu aimerais venir avec moi? Elle dit, ben, grand-mère, c'est sûr que je veux venir avec toi. Voir cette histoire et voir un chameau magique.
c'est le bonheur. Elle dit, alors demain matin, je vais te réveiller, on va y aller ensemble. Le lendemain matin, ma grand-mère me réveille de bonne heure. On a pris le petit déjeuner, de la galette, du lait de brebis très chaud avec du miel, et nous sommes partis. On a marché, on a traversé des torrents. On a écouté les chants des oiseaux. On a écouté le silence. Jusqu'à la cabane de bois. La grand-mère, elle me dit, c'est ici que se repose le chameau. Mais grand-mère, tu m'avais dit qu'il était magique, tu m'avais pas dit qu'il était volant. Oui, parce que je voulais pas te le dire. Mais si je t'ai proposé de partir là-bas vers les pays riches, c'est parce que tu peux voler avec lui. Mais il est où ce chameau? Moi, je ne crois pas qu'il y a un chameau. Mais tout d'un coup, il entend. Alors, on ne croit pas à la magie? Il a sursauté, il se dit, grand-mère, c'est toi qui as parlé? Elle dit, non, mon fils, c'est pas moi. C'est le chameau magique. Mais il est où, grand-mère? Je vais t'ouvrir la porte. Elle lui ouvre la porte. Et là, le chameau, debout, au milieu de la cabane, il lui dit, alors, tu poétises et on rit de toi? Les grands-morts te proposent de partir ailleurs? Mais comment t'es au courant de tout ça? Ben, je suis au courant parce que je suis partout. La magie, elle est partout. Partout, partout, partout. Alors, pourquoi tu veux partir? Oh, il dit, je sais pas, là, c'est pas vraiment moi qui veux partir, parce que je pense grand-mère m'a proposé de partir. Elle m'a dit que là-bas, peut-être, je peux poétiser, je peux faire plein de choses, je peux être reconnu. Alors, c'est pour ça. Le chameau lui dit, mais reconnu, c'est pas évident, t'es même pas reconnu dans ton propre village. Comment veux-tu être reconnu ailleurs? Ailleurs, faire de la poésie, c'est un métier. Compter, c'est un métier. Mais ici, tout le monde le fait gratuitement. Est-ce que tu veux toujours partir? Ben, en tout cas, si t'es vraiment capable de voler, j'aimerais bien. Mais avant, j'aimerais bien faire le tour de ma Kabylie pour lui dire au revoir. Le chameau sort de la cabane, se secoue, et tout d'un coup, des ailes apparaissent. Il se couche, je monte dessus, et là, il est parti vers les montagnes. Il m'a fait visiter la Kabylie des montagnes, la Kabylie maritime. J'ai vu tous les villages, j'ai vu toutes les personnes qui vaquaient à leur travail. De là-haut, tout est petit. On dirait que j'ai ouvert les portes de l'univers. Quand j'étais revenu avec lui à la cabane, ma grand-mère était toujours là. Elle me regarde, elle me dit, alors mon fils, est-ce que tu veux toujours partir? Je dis oui, grand-mère, je veux partir. Mais comme le chameau est un chameau volant et magique, je peux revenir quand je veux. Évidemment, mon fils, que tu peux revenir quand tu veux. Tu peux y aller où tu veux. Le monde est ton pays, l'univers est ton pays. Et là, avec le chameau volant, on s'est donné rendez-vous dans 2 jours. Le temps que je dise au revoir à mes amis, sans leur raconter la vraie histoire. Le temps que je dise au revoir à ma mère, à ma tante, à toutes ces conteuses. Et là,
Le rendez-vous s'est achevé et je suis descendu un matin tout seul vers la cabane. Le chameau magique au volant, il m'attendait. Ses ailes sont déployées pas loin d'un grenadier et d'un olivier. Je monte dessus et il me dit où veux-tu y aller? Mais je dis trace la route où tu veux. Vas-y. Et c'est là qu'il a tracé la route vers le Québec. On a vu la mer, la Méditerranée, l'océan, les bateaux. On a vu des baleines. On a vu toutes sortes de choses. Jusqu'à ce qu'il arrive dans le ciel de Montréal. Arrivé dans le ciel de Montréal, la panique. Tout le monde regarde le chameau volant. Ils se disent, c'est quoi cet engin spécial? C'est quoi? Est-ce un ovni? Est-ce un extraterrestre? Tout le monde était paniqué. Ils ont appelé même l'armée. L'armée est arrivée avec ses chasseurs. Mais le chameau volant est tellement agile qu'il n'arrête pas de les esquiver. Et les militaires continuaient, mais ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Personne ne savait, personne n'arrivait à le photographier. Et là, on était tellement en danger qu'il m'a dit, écoute, on ne peut pas rester dans la ville. Il faut qu'on aille ailleurs. Je dis, va où tu veux. Et c'est là, il descend vers le Vieux-Port. Il trace la ligne en suivant le fleuve. Ce grand fleuve Saint-Laurent. Et il le monte, il le monte, il le monte. Jusqu'à l'île Verte. Et là, sur l'île Verte, il s'est posé au bord de l'eau. On était tout tranquille. Jusqu'à un moment donné, on entend un bruit. On regarde un rhinocéros. Mais, je dis, mais c'est quoi ce rhinocéros? Le chameau volant, il me dit, laisse-moi lui parler. Entre Africains, on va se comprendre. Et là, le chameau volant, il lui parle. Puis il se tourne vers moi, il me dit, c'est un rhinocéros. Magique aussi. Tu peux lui parler. Je dis, mais rhinocéros, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais sur l'île Verte? Pourquoi t'as quitté l'Afrique? Il dit, j'ai pas quitté l'Afrique. On m'a kidnappé. On m'a mis dans un conteneur. Et dans ce conteneur, il y avait aussi des gens qui traversaient avec moi, qui voulaient venir en Amérique. Mais quand on est arrivé ici, sur le fleuve, le conteneur s'est ouvert. Et moi, j'ai sauté dans l'eau. Et j'ai nagé avec toute ma corpulence jusqu'à cette rive. Normalement, j'étais destiné pour aller je ne sais où, pour qu'on enlève ma corne et qu'on fasse des miracles. Mais là, personne ne fera rien avec moi, alors je reste ici. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Et c'est là que le rhinocéros nous a dit, mais écoutez, quand je suis arrivé à l'île Verte, j'ai rencontré un homme. Lui, il est parti en voyage, mais il m'a laissé sa maison. Une grande maison vitrée, avec du soleil partout. Venez. Et c'est ainsi qu'on a suivi le rhinocéros dans cette demeure vitrée où le soleil n'est que diamant et or. Nous sommes restés à l'intérieur sans que personne nous voie, sans que personne nous cherche, sans que personne nous identifie, jusqu'à ce qu'on décide d'aller voir du monde. On est allé, et le monde avait tellement peur qu'on est revenu. Alors là, on reste à la maison, on attend que le monde n'ait plus peur pour qu'on puisse sortir, s'amuser avec eux et aller partout.
Et une fois qu'on sera sorti, je vous raconterai la suite. Merci de votre écoute et bonne continuation. Vous savez, en Afrique, on dit généralement que les conteurs sont les menteurs tolérés. Parce que un conte est toujours sorti de l'imagination de quelqu'un. Un conte est toujours bourré d'irrégularités. Un conte, c'est aussi comme un rêve. Et alors, lorsque le sage du village a fini de raconter, il désigne toujours un jeune dans la foule pour répéter un conte ou imaginer aussi un conte. C'est la sublimation collective. Bien que vous ayez écouté des grandes personnes vous faire voyager à travers l'Afrique, au Québec, je vous présente les petits anges de Québec. Ces petits anges vont vous présenter un sketch, un conte en sketch qui donne le thème du respect des parents. Ce conte, c'est La Petite Sirène. Appréciez ces petits anges, venir visiter la sirène. Coucou, bonjour voisine. Voisine, bonjour, on dit quoi? Attends, je m'assois où ça va? Et la famille. Ça va, on est là. Et ton Voilà, mari? ils sont tous baissés ici. Et maman? Elle est là aussi. Ah, Dieu merci. Et chez toi? Il y a juste mon dernier pneumatique, sinon ça va. Tu es sûr qu'elle a même mathématiques aussi? Bah, toi, tu me connais tout, hein. Et la vie et la façon de me passer comme ça. Tout Elle en a fait train de quoi? se mettre une maison. Elle a fait quoi? Tout en train. Hier soir, on s'est disputé, monsieur et moi. Tu as fait quoi? Moi, j'ai rien fait, hein, c'est lui. Tu as fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Tu as fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Madame, Tu as fait quoi? moi, j'ai rien fait. Et attends, c'est ce que j'ai appris. Il y a quoi? La voisine de 22 ans s'est mariée. Voisine qui sort chaque jour, qui vient à 22h, Elle-même, s'est mariée. elle s'est mariée. Elle a trouvé son homme. Comme mariage. Et elle s'est mariée hier. Tous les quartiers partis voir. Et- Hypocrisie de quartier va nous tuer. Et en tout cas, Ah, et tu es- avant que je s'il te plaît, je suis en train de faire sauce graine chez moi là. Et j'ai oublié celle. Comme d'habitude. Comme d'habitude quoi. Et s'il te plaît, tu peux me dépanner. Elle a appelé l'enfant là. Moussa! Moussa! Moussa, maman t'appelle, non? C'est pas Moussa j'appelle là. Moussa, maman crie ton nom. Oh maman, il y a quoi? Je peux plus rester calme dans cette maison. Je parle avec mes amis, je viens pas, tu vas faire quoi? Moussa! C'est quoi ces manières là? On t'a pas d'écouter tes parents? Sors de chez moi! Mon fils, calme-toi, je suis les enfants, calme-toi. Dans le téléphone. Oh, Konibae. Oh, Konibae. Konibae. Oh, Konibae. Nyakami. Mes enfants, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se déroule dans le village de Konakro, où vivait une jeune fille qui se nommait Aya et son mari Aka. Depuis des années, ce couple n'arrivait pas à avoir d'enfants. Tout le monde la traitait de femme stérile. Alors un jour, lorsqu'elle se dirigeait vers le chemin de la rivière, comme à son habitude, elle se mit à pleurer en disant « Je suis la femme la plus triste de tout le village, je suis stérile !» Et arrivée à la rivière, une sirène l'entendit. C'est quoi une sirène, mémé? Une sirène, c'est une personne à moitié humaine et à moitié poisson. La sirène l'entendit et lui dit « Reviens demain au crépuscule et je pourrai t'aider à régler ton problème. » Aya, se posant des questions, mais retourna quand même à la maison. Elle revient le lendemain au crépuscule et la sirène lui dit « Je te donne ce poisson, mange-le seulement qu'avec ton mari. Et il ne doit rester aucun os. Mais je dis bien, pour que votre fille puisse vivre longtemps avec vous, elle ne doit jamais connaître ce secret et ne doit jamais aller se baigner dans la rivière. » Aya prit le poisson et retourna à la maison. Elle mangea le poisson avec son mari et quelques instants plus tard, elle eut un magnifique bébé qui se nommait Akissi. Akissi était le plus beau bébé de tout le village. Des années plus tard, vint le temps où Akissi devait aller à l'école. Mais à la veille de la rentrée, sa mère, Aya, se souvient de ce que la sirène lui a dit et appela sa fille pour lui donner des conseils. Elle dit à sa fille,
ne va jamais te baigner à la rivière. Même si tes amis te le demandent, refuse toujours. Le lendemain de la rentrée, Akissi prit ses affaires et se dirigea à l'école. Arrivé à l'école, la journée se passa comme d'habitude. Mais à la fin de la journée, il faisait tellement chaud que tous les élèves du village se précipitèrent vers la rivière. Dans le mouvement de la foule, Akissi les suivait aussi. Arrivé à la rivière, Akissi se rappela de ce que sa mère lui a dit et refusa d'aller se baigner. Mais il y a toujours une de nos amies qui nous pousse à faire des bêtises. Alors, avec l'insistance de cette amie-là, Akissi décida d'aller nager. Lorsqu'elle arriva dans l'eau, tous les élèves commençaient à sortir de la rivière parce que Akissi se transforma en sirène. Elle se mit à pleurer, mais resta toujours dans la rivière. Les temps qui passèrent, sa mère, s'inquiétant de ne pas voir sa fille rentrer à la maison comme à son habitude, prit le chemin de la rivière. Arrivée à la rivière, elle vit sa fille en train de pleurer en lui disant « Maman, excuse-moi, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû poser des questions, maman, excuse-moi. » Et sa mère qui lui dit « Ma fille, quand je te dis des choses à pousser pour ton bien, prochainement, il faut m'écouter. » Et Akissi qui dit à sa mère qu'elle devait retourner à la rivière, là d'où elle venait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours écouter les parents. Moussa, va t'excuser auprès de ton père. Moussa, passe. Vas-y. Papa, je m'excuse. La prochaine fois, je vais écouter maman. Qui est devant moi? Papa, je m'excuse. On verra ça après. Oh, maman. Tu as fait aujourd'hui des... Ah, ça, c'est ta voisine là que tu m'avais dit aussi. Elle aussi, elle est bien sapée. Ah, c'était pour dire en fait que je m'excuse. Tu t'excuses. Oui. La prochaine fois, je vais t'écouter. La prochaine fois, tu as écouté. Tu es sûr? Oui. J'ai compris. Ah, quand j'ai fait le compliment, j'ai dit que je m'excusais là. Et pour les jeux que je t'avais demandé. Quel jeu? Aïe, la PS4. Quel PS4? C'est pas PS6 tu veux, PS4. Ah ouais, tu m'as pardonné. Oh, Konibae. Oh, Konibae. Et comme au cinéma, le conte africain, c'est le cinéma africain. Même si aujourd'hui, il y a de l'évolution. Alors, lorsqu'on met des programmes de cinéma, lorsqu'on met des programmes de télévision, à une certaine heure, les enfants vont se coucher. Et c'est des programmes adultes. Ah non, arrêtez votre imagination, il n'y a rien d'adulte. Sauf que je vous présente des adultes qui font un sketch de conte. C'est la troupe de Soro. Qu'est-ce que cette troupe a fait? Elle est allée chercher un conte de la troupe ivoirienne nommée Yelema. Et ils l'ont adapté au contexte actuel. Et ce conte se titre Le Petit Curieux. Je vous laisse regarder ce petit, poser des questions. Déranger en quelque sorte ces adultes. C'est pour ça que ça s'appelle le conte adulte. La troupe de Soro. Appréciez. Hé Brigitte, Oui, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est pris avec la pandémie. vraiment. On est pogné avec la Covid. Moi, je suis tanné là. Mais tu sais quoi? On ne doit pas baisser les bras. Non plus. On doit toujours continuer à se laver les mains et à respecter toutes les mesures sanitaires. Exactement. C'est le bien de tous. Avec Djougou, on tape pas photo. Avec Djougou, on tape pas photo. Le grand B, comment? Ça va? Oui, et toi? Ah, ça fait Tu es longtemps. toujours la bienvenue. Ah, merci Il y a beaucoup. toujours la place. C'est un plaisir de se retrouver chez toi ici. C'est un plaisir partagé. Ah, le doigt, Zoro. Hey, salut Latis. Oui, merci. Ça fait longtemps, hein? Hey, Ah, il y a mis calé un peu. du courage, hein? Le métier n'est pas facile, hein? Non, vraiment, merci beaucoup. Ouais, c'est bien. Surtout dans ces temps-ci, là, avec la pandémie. Ouais, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut Il faire? n'y a pas de contrat. Il y a Toutes pas les de salles sont contrat. fermées. Ça Oh, va aller. les pauvres Latis. Courage à vous.
Brigitte, oh. Brigitte, votre artiste là-haut, il est toujours en train de boiter. C'est quand il va devenir fort même. Un jour. Même album, on ne voit pas. Un jour. En petite photo. Maman Brigitte, c'est comment? Ah ouais, maman Brigitte. Le grand Isaac. Ah, c'est moi, me voilà ici là. On dit quoi? Tout se passe bien. Toujours dans ton coin ici. Toujours. Maman Brigitte. Oh, sang! Oui, Idriss. On dit quoi, mon frère? Oh, mon frère. Ça va? Oh, ça va bien. Eh, ça bouge. On fait comment? Qu'est-ce que c'est, maman Brigitte? Ah, on est venu boiter. On est venu ici. Comme toujours. Ah, tu sais. Il est là, votre artiste. C'est mon artiste. Hey, il est quoi? Toujours dans la seconde. Non, mais tu l'as tué. J'ai dit, ah! Mais son album là sort quand même. Mon cher, tantôt il disait qu'il y a pandémie, qu'il n'y a pas de chose. On lui dit qu'il n'est pas fort. Mon cher, je ne sais pas. Mais doucement, l'artiste, demain quand il sera star là, tu vas pas avoir autographe. Hein. Il n'a qu'à commencer par évoluer d'abord. Et après, il dit, un jour ça va aller. Ça va aller. Ma Brigitte, il n'y a pas un thé pour moi là. La semaine passée, vous étiez ici. J'étais là toute seule. J'ai fait du thé, je n'ai vu aucun d'entre vous. Assieds-toi là et tu attends. Un thé. Il n'y a pas de thé aujourd'hui. Ah non, Brigitte, on fait comment? C'est nous aussi. Je te dis, hein. comment? C'est le seul point haut. C'est le rond-point ici. C'est le rond-point. C'est le rond-point. Maman Brigitte, c'est le rond-point. On fait comment? Avant de nous inciter où on est là. Bonjour ma chérie. Allô mon grand. Bonjour tata Brigitte. De beauté. Merci. Vous allez bien? Ouais. Les études. Ah, c'est toujours un plaisir de vous voir les enfants. Moi, Brigitte, le seul coin où on se retrouve, nous, les grands, on venu causer encore, tu as venu nous mélanger avec les jeunes encore. Ah, tu ne peux pas ça, moi, Brigitte. Mais c'est la relève, Idriss. C'est la relève. C'est notre Quelle relève. relève? Hein? En plus, regarde. Ils viennent, ils disent bonjour à une grande personne, et puis ils sont sur le cellulaire. Les jeunes d'aujourd'hui. Vraiment. Non, moi, si c'est pour voir les enfants ici, moi, je ne vais plus venir. Ça là. C'est pas la faute, hein. C'est pas la faute de ces jeunes-là. C'est la faute de Mark Zuckerberg. C'est le moment de Facebook là qui dit son nom. Oui, le patron de Facebook là, Mark Zuckerberg. Il s'appelle comment? Mark Zuckerberg. C'est lui. C'est que c'est lui qui allait dire à mon papa qu'il va m'apprendre les mathématiques. En plus, il a dit qu'il n'avait pas de plus 5. Il a sauté. Là, tu le vois comme ça. Tu penses qu'il a vraiment qu'il a bac plus 5. Ce sont les tontons, je sais tout du quartier. Ils se mêlent de tout. Tout. Si on leur parle, ils vont aller voir nos parents. Pour nous les laisser comme ça. C'est Mark Zuckerberg. Ah, il est en train de briller par contre. Tata Brigitte, pourquoi les thés verts? Tu vois la différence des couleurs? Tu vois là, j'ai 4 thés différents, mais tous ne sont pas verts. Donc il y a des thés verts, il y en a qui ont d'autres couleurs. Tata Brigitte, pourquoi tu ajoutes tes ingrédients dans le thé? Ça apporte quoi de plus? Ah, ça apporte du bien dans l'organisme, ma chérie. Tata Brigitte, pourquoi les tontons, les tatas, les papas et les mamans, ils aiment boire le thé chaud? Mon chéri, le thé est meilleur quand il est chaud. Ah, ok. Mais attends, pourquoi ils ont créé les thés froids alors? Ah, mais c'est parce que certains ne supportent pas le chaud, alors ils préfèrent le froid. Ah, tu as vu, hein? Oui, tu as vu. Hé, Brigitte! Hein? Les enfants, là, ils ont le pied sur la terre et la tête dans les nuages, là. Hé, Jean-Yves. Tiens, ils sont curieux, hein? Ah, mais le Oui, hein? Aïe, ils ne savaient pas qu'ils étaient curieux comme ça, hein? Parlons de curiosité. J'ai une histoire. J'ai un pote à vous dire. Asseyez-vous, les enfants. Allez prendre les chaises là-bas. Vous allez tuer nos temps ici à faire des comptes et c'est ceux qui nous écoutent. Non. Raconte ton compte là maintenant. Ah bon, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, les enfants, mes amis, oui. Je vais vous dire un conte. Et ce conte-là nous parle d'un petit garçon.
un tout petit garçon qui s'appelait Clémédou. Comment? Clémédou. 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 Alors, Clémédou, c'était un petit garçon très poli. Ah, il était respectueux. Il était gentil. Mais, il avait un tout petit défaut. Toujours la main dans vos histoires là. Ah, c'est comme ça les contes, non? Ouais. Alors, Clémédou, il était très curieux, comme il vous a dit tantôt. Il voulait savoir tout ce qu'il se disait dans le village. Il voulait savoir tout ce qui se passe dans le village. Alors, il se trouve que dans ce même village, de l'autre côté, il avait la maison d'un gros monsieur. Il était gros comme ça. Il avait un gros ventre. Il avait une petite tête. On dirait pour les enfants. J'ai pas dit non de quelqu'un. Il avait de gros yeux. Wow. Et il avait une dent. Une seule dent qui pendait comme ça au milieu de sa bouche. Comme les jeunes, quand ils viennent parler chez Tata Brigitte, là, les dents sont comme ça. Comme ça. Alors, le petit Clémédou, très curieux, voulait savoir ce monsieur-là. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, ce gros monsieur-là, il se faisait appeler Nana. Nana. Oh, Nana, chez les Baoulés, qui est un peuple qui vit au centre de la Côte d'Ivoire, le mot Nana, ça veut dire majesté. Ou bien grand-père. Mais comment un monsieur crasseux, crapuleux, comme ça, tout dodu, s'est fait appeler Nana. Est-ce que c'est normal, les enfants? Non, c'est pas normal. Alors, le petit Clémédou, très curieux, demandait à tout le monde dans le village, il demandait à ses oncles, il demandait à ses amis, il demandait au temps du quartier, du village. Mais pourquoi ce gros monsieur là-bas, pourquoi il s'est fait appeler Nana? Nana. Alors, Clémédou, il n'eut pas les réponses qu'il voulait. Donc, il s'est dit, alors je vais aller voir mes parents. Peut-être qu'ils vont m'expliquer pourquoi ce gros monsieur-là, ce monstre-là, cet être bizarre-là, s'est fait appeler Nana. Donc, le petit Clémédou, peut-être marchait comme ça pour aller voir son papa. Papa, pourquoi cet être bizarre qui est de l'autre côté du village là, pourquoi il s'est fait appeler Nana? En tout cas, moi, c'est pas mon Nana aussi. C'est pas mon grand-père. Son père lui dit, hé Clémédou, depuis que je suis dans ce village, ce monsieur là-bas, on l'appelle Nana. On le salue Nana. Donc moi aussi, je le salue Nana. Je l'appelle Nana. Il fait comme tout le monde. Donc Clémédou, fais comme moi. Papa, vous connaissez les enfants? Tu leur parles, ils vont jamais écouter. C'est comme les enfants là-bas. Oui, il te dit. Donc, il dit, bon, moi, papa, moi, je suis pas d'accord, je vais aller voir maman. Ok. Alors, il allait voir maman dans la cuisine. Il dit, maman, pourquoi le monsieur bizarre là-bas, pourquoi il s'est fait appeler Nana? Ça m'a dit, hé Clémédou, tu vas me tuer ici. Depuis que je suis venu dans ce village pour épouser ton papa, on appelle ce monsieur-là Nana. Moi-même, je le salue Nana. Je l'appelle Nana. Donc, fais comme nous, fais autant. Appelle-le Nana. Mais Clémédou dit, pas question qu'il va appeler ce monsieur-là Nana. Les enfants de maintenant, ils sont curieux. Donc, vu que sa maman cuisinait, il n'arrêtait pas d'insister. Alors, ça me dit,
jamais vu dire. Clémédou, assieds-toi ici. Le gros monsieur là, l'être bizarre que tu vois là-bas là, son vrai nom là, c'est pas Nana. Ah oui, maman, c'est pas Nana, hein? Oui, Clémédou. Son vrai nom, c'est Kaka. Kaka. Alors que Kaka, toujours chez les Baoulés, le peuple qui vit au centre de la Côte d'Ivoire, Kaka, ça veut dire insecte. Les insectes. Au Québec, on dit les bébites. C'est les bébites. Donc, Clémédou dit, voilà, c'est son vrai nom. Il s'appelle insecte Kaka. Et puis, il veut qu'on l'appelle Nana. Donc, maman, merci, hein. C'est fini pour moi. Et Clémédou s'en alla. Mais je vous dis, les enfants, quelques jours passaient, des semaines. 4 mois plus tard, Clémédou se leva et alla trouver Nana dans sa cour. Clémédou. Et Clémédou. Alors, le pauvre Nana, il était assis devant sa maison, devant sa case. Mais, comme il est habitué à la provocation, il était là tranquillement. Et puis, il attend soudain. Taga. Clémédou. Et Clémédou. Même comportement avec les jeunes. Mais c'est ça, il dit, regarde sa tête là-bas même. Lui, il ressemble à Clémédou. Il a fait quoi? Alors, Kaka se retourna comme ça. Hein? Qui osait m'appeler en ces termes? Il dit, c'est moi, Clémédou, c'est moi. Qui t'appelle Kaka, et puis tu dis que tu t'appelles Nana. En tout cas, tu n'es pas mon grand-père. Mais, comme vous savez, et puis je vous l'ai dit tantôt, Nana, il est habitué à la provocation et à la moquerie. Donc, toujours où il s'assoit, il met un gourdin, c'est-à-dire un gros bois, un gros morceau de bois, et puis il est prêt à en finir avec celui qui se moque de lui. Donc Clémédou continuait ses affaires. Kaka. Un coup, Nana prit le gros gourdin, le gros morceau de bois, et commençait à poursuivre Clémédou. On s'appelle un peu? Allez, Clémédou, Clémé, c'est quel agneau? Clémédou, animal, c'est quel agneau? Clémédou, Clémé. Quittez devant moi ici. Faut parler à tes jeunes là. Calmez-vous les enfants. Parle à tes jeunes là. Ils vont comprendre. Alors, la course commença entre Nana avec son gros boudin et le petit Clémédou en avant, en train de courir. Clémédou, Clémé, c'est quel agneau? Clémédou, c'est quel agneau? Clémédou, Clémé. Bon, moi je m'en vais. Non, il faut que moi je parte. Non. Calme-toi s'il te plaît. Bon, ils n'ont qu'à rester à leur place là-bas. Oui. Les enfants, faites ça juste là. Alors, dans sa course, il croisa un mouton. Un gros mouton. Clémédou s'arrêta et dit, Papa mouton, sauve-moi. Il y a Nana qui me poursuit. Il veut me tuer. Nana me poursuit. Papa mouton dit, Clémédou, mets-toi derrière moi. Et j'attends Nana qu'il vienne me trouver ici. Mais quand le gros mouton vit la colère de Nana, ses yeux rouges, il dit à Clémédou, hé Clémédou, je ne peux rien faire pour toi, continue de courir. C'est fini. Alors, Clémédou, dans sa course, croisa à nouveau un bœuf. Un gros bœuf. Et Clémédou lui dit, Papa, bœuf, sauve-moi. Il y a Nana qui me poursuit. Il veut me tuer.
Papa peut dire, oui, Clémédou, cache-toi en arrière de moi, qu'ils viennent me trouver ici. Pendant ce temps, Nana s'en venait, toujours fâchée, avec son gros ventre, les yeux rouges. Quand le papa bœuf a vu ça, il a dit, mon fils, Clémédou, malheureusement, je ne peux rien faire. N'arrête pas de courir, continue. Clémédou, donc Clémédou, donc Clémédou, alors, le petit garçon tout fatigué continue à sa course. Et là, Clémédou croise une maman poule avec ses poussins. La les poule petits suit ses poussins, poussins. les poules. Alors, Clémédou s'arrête et lui dit, maman poule, sauve-moi. Il y a Nana qui me poursuit et qui veut me tuer. Maman poule dit, quoi, Clémédou? Nana te poursuit? Alors, il dit, oui, maman. Alors, la mère poule lui dit, Clémédou, cache-toi en arrière de nous. Mes enfants et moi, Nana saura de quel bois on s'échauffe. Alors, est-ce que vous saviez qu'en ce moment-là, à cette époque-là, le bec des poules était tranchant comme un rasoir. Et aussi, le bec des poules était pointu comme une épée. En ce moment-là, oui. Alors, Clémédou se cacha derrière la famille poule. Et Nana, qui continue à courir, n'eut même pas le temps de poser une seule question, de dire une seule phrase, que la mère poule et ses poussins commençaient à bondir sur lui, se jetèrent sur lui, et commençaient à le picoter. Picoter. Comme je vais picoter ces jeux. Je vais picoter ces Picoter. Tout d'un coup, pouf! Le ventre de Nana éclata. Allez, c'est le destin et tout. C'est ça la nourriture qui sort de son ventre. Mais est-ce que vous savez ce qui était dans le ventre de Nana? Mais c'est logique, c'est la nourriture, non? Non, ma fille, c'est pas la nourriture. Ses organes. Non, pas ses organes. Alors, c'est quoi? Alors, c'était des insectes. Des bébites. Que Clémédou avait emprisonné dans son ventre. Il avait fait prisonnier tous les bébites de la terre. Les guêpes, les abeilles, les cafards, les mouches. Il les avait fait prisonniers. Fait que, il se faisait appeler Nana parce qu'il était devenu leur maître. Oui. Pourquoi il se faisait appeler Nana? Voilà, donc il était le maître des bébites. Alors, grâce à Clémédou, tous les insectes ont été libérés et sont rentrés dans le monde des humains. Vous comprenez? C'est depuis ce jour que les insectes sont rentrés dans le monde des humains. Et vous savez bien, les enfants, vous qui partez à l'école, que les insectes et les bébites sont importants pour notre environnement et pour notre écosystème. Mais moi, j'aime pas tous les bébés. Tonton, tu dois aimer les bibis. Vous êtes Donc, écoutez bien les enfants, je n'ai pas terminé. Donc, grâce à vous dire, grâce à un tout petit, la curiosité d'un tout petit garçon, on a pu libérer toutes les bébites, tous les insectes de la terre qui avaient été faits prisonniers dans le ventre des nanas. Donc, tonton, c'est bien d'être curieux, non? Ah, ma fille, c'est bien d'être curieux, surtout pour nous qui vivons en Occident. C'est ça. Parce que vous avez vu dans mon conte, c'est grâce à la curiosité d'un tout petit garçon qu'on a pu libérer tous ces insectes-là, qui sont importants pour notre vie aussi. Donc, écoutez-moi bien les enfants, je n'ai pas fini. Donc, c'est bien d'être curieux. Parce que la curiosité
ça aiguise l'esprit des enfants. Ça leur permet de comprendre, de découvrir et d'apprendre. Mais, comme on dit chez nous en Afrique, tout excès nuit. En tout cas, ça c'est vrai. Tout excès nuit. Je vous le dis, les enfants. Exactement. Donc, la curiosité peut avoir des effets néfastes. Mais, ce soir, ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez de ce conte. La moralité de ce conte, c'est autre chose. Brigitte, apporte-moi le balai. Ton balai que tu prends pour balai dans ton truc ici, là, dans ton coin là. Apporte-nous le balai. Le balai. Balai là, Vous allez comprendre les enfants. Toi, tu veux me parler de balai, ouais. Parce que moi, je suis pressé que ton compte là finisse. Les tués, ils vont décamper ou bien nous, on va aller dans un autre dégagement. Parce que nous, avec eux là, on ne peut pas aller ensemble. C'est ça. Ici, là, il y a propre. C'est l'histoire de balai qui envoie ça ici. Alors, Brigitte, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné ce balai. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Ça, c'est le balai en Afrique. On prend pour balayer les coups, pour rendre le coin tout propre. C'est pas un aspirateur, hein, mais c'est comme un aspirateur. Alors, les enfants, je vais vous donner ça. Tiens. 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 Alors, essayez de le briser. Ça se brise? D'accord. D'accord, les enfants. Donc, dans ce cas-là, tiens-moi ça. Essaye de me briser ça. Donne à l'autre, elle va voir. Elle qui dit c'est facile. Vous avez juste pas de force. Vous avez pas de force. Donne au suivant. Toi, tu dis qu'à force, là, va là-bas. Pose force là. Attends mon balai ici. Oh. Alors, c'est pour vous dire que dans la vie, et c'est ça que je veux que vous reteniez ce soir, il faut être solidaire. Nous devons être solidaires comme ce balai. Individuellement, ils sont rien. Mais pris ensemble, ils sont forts. Et c'est ça. C'est comme ça que nous devons nous comporter en ce moment de pandémie, de Covid-19. Nous ne devons pas baisser les bras. C'est ensemble, collectivement, qu'on va arriver à balayer ce virus. On va balayer la pandémie, la Covid. On va balayer de notre planète. Oui, la Covid sera balayée. On va les dire tout départ. Tout départ. Alors les enfants, on va aller se coucher pour réveiller demain soir pour un autre compte. Donc maman Brigitte, tu te le permets, il demande la route. Moi, c'est parti. Bonne route, Jean-Yves. Nous aussi, on va qu'à laisser Brigitte avec ses salades, sinon on s'en va. Nous, on n'est pas il vous a proposé. Nous, prochaine fois, on va venir boire le thé. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes toujours là. La nouvelle génération. On est là. Je vous embrasse. Bye, les enfants. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation des artistes. Nous avons voyagé à travers le monde avec ces quelques artistes qui ont bien voulu nous partager ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment, leur passion. Mais je ne voudrais pas vous laisser comme ça sur votre faim. Je voudrais vous pousser encore à aller découvrir l'imaginaire humain, ce qui se cache dans le cerveau de l'homme quand il veut s'inventer une vie. Je vais vous suggérer quelques contes québécois et quelques contes de l'Afrique. Les contes québécois que je vais vous proposer, grâce à mes amis québécois qui ont bien voulu m'aider, je vous propose le premier conte, c'est La Chasse-Galerie, les légendes canadiennes de Honoré Beaugrand. Cherchez ça dans les bibliothèques et dans les librairies. Ensuite, j'ai le second conte québécois de Ariane Labelle. Le titre, c'est Le fantôme de l'érablière. Cabane à sucre vient bientôt. Ça, c'est entre parenthèses. Contes et légendes du Québec.
Et le dernier conte que je vous suggère pour le Québec, ça donne des frissons. Beaucoup de Québécois le connaissent. Mais est-ce que les néo-Québécois le connaissent? Son titre, Le pont du diable. Et l'auteur, c'est Valentin Hélès. Je vais épeler le nom. E-H-L-E-S. Alors, voyagez à travers les plaines du Québec. Découvrez les hameaux. Découvrez ce que le diable va vouloir faire pour qu'on parle du pont du Québec. Maintenant, nous allons voir quelques contes africains. J'ai essayé de trier, mais c'est difficile. Alors, j'ai choisi au hasard. Je suis allé chercher quelque chose dans les îles malgaches. C'est Contes et légendes de Madagascar, de René Wallis Samat. Ensuite, je vous suggère également, comme notre organisateur est un Ivoirien, ce n'est pas suffisant de le voir sur le sketch. Il faut découvrir d'où il tire son inspiration, d'où vient sa culture, comment a-t-il grandi. Et je vous permets d'aller chercher par vous-même dans Contes et légendes de la Côte d'Ivoire. L'auteur, c'est Marc Koutekissa et Rhys Jonarol, 2 auteurs. Et je vous amène également à la corne de l'Afrique, tout à l'est. C'est en Éthiopie. Le titre, c'est Le Prince Courageux et autres contes d'Éthiopie, de Praline Gay Para. On remonte en Égypte et on va chez les pharaons. Grâce à Catherine Zarkat, nous allons découvrir, le titre c'est Contes des sages de l'Égypte antique. Et nous allons finir tout au sud de l'Afrique, tout au pied de l'Afrique comme on le dit, avec un recueil de Diane Stewart. Diane avec 2 N s'il vous plaît. Et le titre c'est Les graines du soleil. Un conte d'Afrique du Sud relié. Voilà des suggestions pour vous. Nous voilà arrivés à la fin. Je tiens au nom de Jean-Yves Ossoro, je tiens à le remercier de m'avoir renouvelé cette confiance pour la 3e fois. Je tiens aussi à remercier au nom d'Ossoro chaque artiste, chaque participant grâce à qui on va encore pouvoir vivre virtuellement cet événement. Je n'oublierai pas les petits anges qui nous ont animés. Je n'oublierai pas Tonton Idriss. Je n'oublierai pas Hilaire. Et vous, mais si on fait ça, c'est parce que vous existez. Ou bien, si nous existons, c'est parce que vous existez. C'est pour vous. Si vous ne pouvez pas voir ça, ça ne servirait à rien de le faire. Alors nous vous remercions pour ce temps que vous avez pris de vous asseoir devant votre écran, que ce soit téléphone portable, que ce soit ordinateur, et par chance, si vous avez une télé intelligente, sur votre écran téléviseur et que vous êtes en train de nous regarder. Merci encore pour cette participation à la nuit des contes africains et québécois du mois de l'histoire des Noirs de février 2022. Rendez-vous à l'année prochaine en 2023. Inch'Allah.